Je m'appelle Ethan, j'ai 32 ans. Pendant 2 années de calvaire, j'ai financé en silence tout le mode de vie de mes parents, payant chaque facture de service public pour maintenir à flot leur existence suburbaine confortable, tandis qu'ils me traitaient comme un sale secret de famille. Et ma récompense juste quelques jours avant l'anniversaire marquant de ma mère, mon propre père m'a appelé pour me bannir de la maison, me disant que j'étais un embarras total et que si j'osais me présenter, je ne devrais plus jamais l'appeler mon père. Il a fait cela pour que mon frère, l'enfant roi, puisse impressionner sa nouvelle fiancée de haut rang sans que ma présence prétendument pitoyable ne vienne gâcher l'esthétique familiale parfaite. Il pensait pouvoir m'humilier et me jeter comme un déchet tout en continuant à traiter mon compte bancaire comme leur fonds universitaire personnel. Mais il y avait un détail de taille qu'ils ignoraient, l'entreprise technologique de premier plan pour laquelle travaillait cette nouvelle fiancée, celle devant laquelle ma famille se prosternait pratiquement, c'est moi qui l'avais créée. J'étais son patron. Et dans quelques jours à peine, les lumières allaient s'éteindre sur leur petite fête parfaite. Ils allaient supplier pour obtenir cette même pitié qu'ils m'avaient si brutalement refusée. Avant de vous raconter exactement comment ce désastre spectaculaire s'est déroulé, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez que le karma récupère toujours ses dettes, et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien compte énormément pour moi. Maintenant, revenons au moment précis où mon monde s'est brisé et où ma colonne vertébrale s'est enfin transformée en acier. L'écran de mon téléphone tremblait légèrement dans ma main. La ligne d'horizon de Seattle, visible depuis la fenêtre de mon bureau d'angle, était une vaste toile d'acier et de lourds nuages gris. Une vue que j'avais méritée au prix d'années de sacrifices brutaux, de nuits tardives et de tasses infinies de café amer. J'avais passé ma vingtaine à bâtir Pacific Tech à partir d'un garage exigu pour en faire un géant de l'énergie durable. Mas à ce moment précis, assis dans le silence absolu d'un étage de direction désert, entouré des attributs d'un immense succès d'entreprise, tout cela me semblait totalement dérisoire. La voix de mon père, dure et dégoulinante d'une condescendance que j'avais connue toute ma vie, flottait dans les grésillements qui nous séparaient. Arthur ne s'appelait jamais mon père lorsqu'il formulait une exigence. C'était un homme qui considérait l'éducation des enfants comme une transaction commerciale. Et à ses yeux, j'étais l'actif en faillite. Il mesurait la valeur d'un homme à sa capacité à se vanter bruyamment au country club, et non aux responsabilités discrètes qu'il assumait derrière des portes closes. Julien ramène sa fiancée à la maison pour l'anniversaire de ta mère, a dit Arthur, sa voix totalement dénuée de chaleur. Elle s'appelle Maya. C'est une ingénieure de haut niveau dans une grande entreprise technologique de la ville. Quelqu'un d'important. Elle s'exprime bien, se tient correctement. Nous avons besoin que ce dîner soit absolument parfait. Il ne doit y avoir aucune distraction ni question embarrassante. Il y eut une pause délibérée et atroce. À travers le combiné, j'entendais le léger cliquetis des couverts en arrière-plan. Ma mère, Eleanor, était probablement en train de polir l'argenterie, préparant la grande scène pour son fils préféré. Julien avait 30 ans, était chroniquement sans emploi et chroniquement encensé. « Et ton travail, Ethan » a poursuivi Arthur, son ton s'aplatissant à chaque syllabe pour devenir une lame tranchante. « Eh bien, ce n'est pas très confortable d'en parler. Tu es toujours en train de bidouiller des ordinateurs dans un arrière-bureau quelque part. Nous ne voulons pas que Maya se fasse une fausse idée du statut de notre famille ou qu'elle tire Julien vers le bas par association. Ton frère est sur le point de conclure une transaction immobilière majeure. Il a besoin de projeter le succès. Il est préférable que tu ne viennes pas ce week-end. Ta venue ne ferait qu'embarrasser toute la famille devant nos voisins et Maya. » Ma gorge se serra. Des mains invisibles se resserraient autour de ma trachée, m'extirpant l'air des poumons. J'ai agrippé le bord de mon bureau jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. La surface en acajou poli sous mes doigts n'offrait aucun réconfort. C'était un meuble sur mesure que mon assistante avait jugé obligatoire pour le cofondateur d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Mais à cet instant, je me sentais comme un petit enfant sans valeur, debout dans l'ombre écrasante de la désapprobation de mon père. Je pensais à la pure hypocrisie de ses paroles. Arthur parlait de projeter le succès, de transactions immobilières et de statut familial, tout en ignorant complètement la réalité de sa propre ruine financière. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire exactement ?» Ma voix résonna bien plus bas que je ne l'avais prévu. C'était un calme creux et dangereux que je reconnaissais à peine. Je voulais qu'il prononce les mots exacts. Je voulais qu'il assume sa cruauté à haute voix au lieu de se cacher derrière des insinuations passives-agressives. « Je te dis de rester à l'écart, Ethan »
a coupé Arthur, s'emportant parce que je le forçais à abandonner sa façade polie. Nous avons une réputation à tenir. Si tu insistes malgré tout pour te montrer et gâcher la grande soirée de ton frère avec ton attitude déprimante, ne m'appelle plus jamais ton père. Je suis sérieux. Tu seras mort pour moi. L'appel s'est coupé sur un clic sec et clinique. Il résonna dans mon bureau silencieux plus fort que n'importe quelle porte claquée. Il m'avait raccroché au nez. 32 ans d'efforts pour être le fils parfait, obéissant et invisible, effacé en un appel de 30 secondes. Tout cela parce que je ne cadrais pas avec le récit glamour qu'il voulait vendre à une inconnue. À ce moment précis, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Une notification push de mon application bancaire s'est affichée de manière fluide. Une plaisanterie cruelle délivrée par un algorithme sans émotion. Transaction effectuée, le paiement automatique mensuel de 397 $ pour les services publics de la ville a été traité. J'ai fixé les lettres blanches et brillantes sur l'écran. Tout comme les 23 mois précédents, tout comme les près de 10 000 $ au total que j'avais discrètement transférés de mon salaire pour maintenir leur chauffage en marche, leurs lumières allumées et leur connexion Internet au débit active. J'ai payé l'eau qu'ils buvaient. J'ai payé l'électricité qui éclairait actuellement leur salon impeccable. J'ai payé les frais d'association de copropriétaires exorbitants qu'ils accumulaient simplement pour maintenir les apparences dans un quartier qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Pas une seule fois en 2 longues années je n'avais reçu un simple merci. Pas une seule fois ils n'avaient reconnu que leur mode de vie sans hypothèque et confortable était largement subventionné par le fils qu'ils venaient de juger trop honteux pour s'asseoir à leur table. Pour eux, l'argent apparaissait par magie, un droit qui leur était dû simplement pour m'avoir mis au monde. J'ai posé le téléphone sur le bureau. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ma tasse de café contre la paroi en verre épais de mon bureau. La douleur était trop profonde pour une crise de colère. À la place, une vision glaciale et absolue a traversé mon esprit. C'était une prémonition de ce qui allait se passer. J'ai imaginé leur maison impeccable remplie d'invités en vêtements coûteux. J'ai imaginé l'odeur du poulet rôti, ma mère trônant au centre de la pièce, mon frère Julien bombant le torse et se vantant de ses succès fictifs. Et puis, j'ai imaginé l'obscurité totale et étouffante. J'ai imaginé un écran de téléphone éclairant une cuisine plongée dans le noir complet et une jeune femme en robe de créateur fixant mon visage lors d'un appel vidéo, perdant toutes ses couleurs en murmurant le mot patron. J'ai vu la destruction absolue de la fausse réalité qu'ils avaient construite sur mon dos. J'ai vu le château de cartes s'effondrer. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour comprendre vraiment pourquoi les paroles de mon père m'ont brisé cet après-midi-là, et pourquoi ma vengeance ultérieure a été si dévastatrice, absolue et totalement dénuée de pitié, vous devez comprendre la hiérarchie sombre et tordue de ma famille. Vous devez comprendre ce que signifie être le pilier invisible qui soutient un toit pourri, et le moment exact où l'on décide de s'écarter pour laisser tout s'écrouler. J'avais toujours cru que la famille était tout. En grandissant dans notre banlieue aisée de la classe moyenne supérieure, j'avais été conditionné à croire que la loyauté du sang l'emportait sur le bonheur personnel. J'étais devenu un expert absolu pour m'effacer à l'arrière-plan. J'étais le maître pour m'écarter sur les photos de famille afin que Julien puisse se tenir au centre exact. J'étais celui qui mangeait la tranche de pain grillé brûlé, qui s'occupait tranquillement des corvées ménagères fastidieuses, qui réparait la tondeuse à gazon cassée pendant que mon jeune frère se prélassait sous les projecteurs aveuglants et inébranlables de l'adoration de mes parents. Julien était le parfait enfant roi. S'il réussissait à lasser ses chaussures sans trébucher, mes parents organisaient un défilé. S'il rapportait un bulletin scolaire rempli de notes catastrophiques, ce n'était jamais de sa faute. C'était parce que l'enseignant était manifestement intimidé par son potentiel brut et sa créativité. Ses remises de diplômes mineurs, ses promotions latérales dans des emplois d'entrée de gamme insignifiants, et même ses ruptures dramatiques devenaient des événements familiaux monumentaux nécessitant un service de traiteur complet et des cercles de soutien émotionnel. Je me souviens très bien de la remise des diplômes universitaires de Julien. C'est un souvenir gravé dans mon cerveau comme au fer rouge. C'était une journée de printemps fraîche, le genre de journée parfaite que l'on voit sur les cartes de vœux. Mes parents avaient invité la moitié du quartier, payant une facture astronomique pour une réception dans le jardin qui rivalisait avec un mariage de luxe. Il y avait des sculptures de glace, un groupe de jazz en direct et du filet mignon au menu. Ce que personne à cette fête ne savait, et ce que mes parents choisissaient commodément d'enfouir au plus profond de leur déni, c'était que mon premier salaire de jeune développeur avait payé les 3 derniers semestres de Julien.
Lorsque les investissements immobiliers locaux d'Arthur avaient subi un coup dur lors d'un ralentissement économique, il avait paniqué. Il faisait face à un procès massif de la part d'un entrepreneur et perdait de l'argent à vue d'œil. Mais au lieu de réduire ses abonnements coûteux au country club ou de vendre sa voiture de luxe, il s'était tourné vers moi. C'est moi qui avais discrètement transféré mes économies durement gagnées sur le compte familial pour que Julien n'ait pas à contracter d'emprunts étudiants ou à trouver un emploi à temps partiel. J'avais vidé mon propre filet de sécurité pour amortir sa chute. J'avais sacrifié ma propre sécurité pour que Julien puisse faire la fête tout au long de sa dernière année universitaire sans le moindre souci. Pendant les discours cet après-midi-là, Arthur se tenait sur la terrasse dans un costume sur mesure, levant un verre de champagne coûteux devant la foule. « À Julien !» a lancé Arthur d'une voix forte qui résonnait sur la pelouse tondue. Un jeune homme qui s'est fait tout seul, à la force du poignet. Une véritable réussite autodidacte. Il est voué à une grandeur absolue, et nous ne pourrions pas être plus fiers de l'homme qu'il est devenu, entièrement par ses propres moyens. Je me tenais dans le coin le plus éloigné, près des chaises pliantes en plastique, tenant un verre de soda tiède, vêtu d'un costume acheté sur étagère 3 ans auparavant. David, un garçon que je considérais comme mon meilleur ami depuis le collège, est passé juste devant moi. Il a tapé sur l'épaule de Julien en lui tendant un sac cadeau de grande valeur. « Mec, tu es la fierté absolue de la famille », a dit David, parlant assez fort pour qu'Arthur l'entende. David traversait alors un divorce très difficile et une bataille brutale pour la garde de ses enfants. Sa vie s'effondrait, et il cherchait visiblement à obtenir une invitation gratuite pour le voyage annuel de ma famille au chalet du lac afin d'échapper à sa propre réalité misérable. David n'a même pas regardé dans ma direction. Dans l'écosystème toxique de notre famille, s'allier avec moi équivalait à un suicide social. Julien était le soleil éclatant, et je n'étais que l'espace sombre et vide destiné à le faire paraître encore plus brillant. La dynamique toxique ne se limitait pas à mes parents. C'était un poison générationnel qui coulait profondément dans l'arbre généalogique, méticuleusement arrosé et taillé par mon oncle Richard. Richard était le frère aîné d'Arthur. C'était un homme qui portait des vestes en tweed lors des dîners de Thanksgiving en famille, traitant chaque réunion comme une OPA hostile. Il parlait avec une autorité infondée de tout, de la politique au marché boursier, bien qu'il ait perdu la majeure partie de son propre argent dans de mauvais investissements des années auparavant. Il rôdait toujours, manipulant les pions, murmurant du venin à l'oreille de mes parents. Il y a 3 ans, lors d'un de ces dîners de fêtes étouffants, j'ai surpris une conversation qui aurait dû être mon signal d'alarme ultime. J'étais allé dans le couloir pour prendre une autre bouteille de vin dans le garde-manger. La maison était bruyante, sentant la dinde rôtie, les cigares coûteux et les rires forcés. À travers l'entrebâillement de la porte, j'ai entendu la voix rauque et distincte de Richard parler à mes parents dans la cuisine. « Tu dois arrêter de t'inquiéter pour ton fonds de retraite, Éléanore, » disait Richard à ma mère d'un ton incroyablement dédaigneux. « Tu as Ethan. Le garçon n'a pas de vie sociale, pas de femme, pas d'ambition au-delà de bidouiller ses ordinateurs dans une pièce sombre. Il n'a pas besoin de grand-chose. C'est votre police d'assurance. Gardez-le près de vous. Faites-le se sentir utile en lui faisant payer les factures de services publics pour que Julien puisse se concentrer sur la construction d'un véritable héritage. Ne laissez pas Ethan penser qu'il est indépendant. S'il se croit brillant, il partira et vous perdrez votre filet de sécurité. » Je suis resté là, complètement figé. La lourde bouteille en verre de Cabernet me semblait peser des tonnes. J'ai regardé vers la table à manger dans la pièce d'à côté. Mon cousin Léo y était assis, mâchant un morceau de pain. Il a croisé mon regard directement. Il avait entendu chaque mot prononcé par Richard. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que Léo allait dire quelque chose, peut-être prendre ma défense, ou du moins m'adresser un signe de tête compatissant pour reconnaître la cruauté de la situation. Au lieu de cela, Léo a rapidement baissé les yeux vers son assiette et a repris une bouchée, choisissant la sécurité de la lâcheté plutôt que le risque de défendre le bouc émissaire de la famille. Il connaissait sa place dans la hiérarchie et n'allait pas la compromettre pour moi. Il me voyait comme un portefeuille, un distributeur automatique avec un pouls, un plan de retraite sur pattes. Ils élaboraient activement des stratégies pour me saigner à blanc afin de financer la vie glamour de Julien. Ils complotaient pour me garder petit afin de pouvoir se sentir grand. Et pourtant, malgré tout cela, le conditionnement psychologique de 30 ans est une chaîne lourde et rouillée difficile à briser. Lorsque ma mère m'a appelé il y a 2 ans, en pleurant hystériquement à cause de la hausse des impôts fonciers,
de l'inflation et de sa pension de retraite prétendument insuffisante, me demandant si je pouvais les aider un tout petit peu, j'ai cédé. J'ai mis en place les virements bancaires automatiques. Je pensais vraiment que si je prouvais ma valeur par une fiabilité inébranlable, ils finiraient par me regarder et voir un fils. Je pensais que la loyauté finirait par m'acheter leur amour. Au lieu de cela, ma fiabilité n'a fait qu'engendrer leur mépris absolu. Ils me détestaient d'être celui sur qui ils devaient compter. Ma compétence était un rappel constant et irritant de leurs propres échecs. Ce qui nous ramène au moment présent. J'étais toujours assis dans mon bureau, l'écho du rejet ultime de mon père résonnant encore à mes oreilles. Il m'avait renié pour protéger l'image fragile de la famille de mon existence prétendument médiocre. Mon téléphone a vibré violemment sur le bureau. Un SMS a allumé l'écran. C'était Eleanor. Ta mère vient de recevoir un avis de Comcast indiquant que la facture de l'Internet au débit est due la semaine prochaine. Peux-tu t'en occuper immédiatement? Julien a besoin d'une connexion rapide pour montrer des vidéos de présentation à Maya pendant la fête. N'oublie pas de transférer l'argent. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Pas une seule mention de ce qu'Arthur venait de me faire. Pas d'excuse pour le fait que j'étais banni de façon permanente de la fête même qu'elle voulait que je finance. Aucun message pour savoir si j'étais blessé, en colère, ou même si je respirais encore. Juste une demande froide et calculée, une extraction de ressources. Elle se fichait que son mari vienne de m'arracher le cœur. Elle se souciait seulement du fait que son Internet puisse ramer. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment précis. Mais ce ne fut pas une rupture bruyante et chaotique. Ce ne fut pas une explosion de rage ardente. Ce fut une cristallisation calme et profonde. Le chagrin, le désespoir et l'aspiration pathétique à leur approbation se sont figés en un immense glacier d'une clarté absolue et inébranlable. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter une place à une table d'où les chaises avaient été retirées à dessein. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient ma soumission totale. Ils voulaient le confort de mon soutien financier combiné au luxe absolu de me traiter comme de la boue sous leurs chaussures. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ne tremblaient plus. Le petit garçon effrayé qui implorait l'approbation de son père était mort. L'homme qui avait bâti un empire technologique se réveillait enfin, et il n'allait pas signer un autre chèque pour financer son propre abus. J'ai ouvert mon application bancaire. L'interface était épurée, clinique et complètement détachée du bain de sang émotionnel de ma vie de famille. Je me suis dirigé directement vers l'onglet des virements programmés. Ils étaient là, les cordons ombilicaux financiers de la maison qui venaient de m'exiler. Les fils invisibles qui m'avaient maintenu lié à leur cirque toxique. Électricité et éclairage de la ville. Paiement automatique actif. Service municipal des eaux. Paiement automatique actif. Internet au débit Comcast. Paiement automatique actif. J'ai sélectionné le premier. Une invite stérile est apparue à l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement récurrent? Oui, ai-je chuchoté à la pièce vide. J'ai appuyé sur confirmer. Puis je suis passé au suivant, et encore au suivant. En moins de 60 secondes, j'ai complètement sectionné l'artère financière que je maintenais grande ouverte depuis 2 longues années. Je ne l'ai pas fait par besoin impulsif de vengeance mesquine. Je l'ai fait par pure préservation de moi-même, sans compromis. Il m'avait pris mon enfance, mon estime de moi et ma juste place dans la hiérarchie familiale. Mais il n'allait pas me prendre ma dignité. Plus maintenant. Je coupais le cordon. Un léger coup frappé à la lourde porte en verre m'a tiré de mes pensées. Clara, mon assistante de direction, a poussé la porte. Elle tenait une pile de dossiers juridiques et une tablette numérique. Clara m'accompagnait depuis l'époque où Pacific Terry Tech n'était qu'une start-up précaire opérant dans un espace de coworking exigu et mal ventilé. Elle était farouchement loyale, d'une organisation redoutable et ignorait tout de la dynamique pathétique de ma vie de famille. Elle ne connaissait que l'Ethan qui dirigeait les conseils d'administration, pas l'Ethan qui tremblait devant son père. Ethan, a-t-elle dit en tapotant sa tablette avec un stylet. L'équipe juridique a finalisé les documents de brevet pour la nouvelle initiative solaire. Nous avons également reçu les documents de règlement final pour ce procès d'entreprise du trimestre dernier. Nous avons gagné de manière définitive. Et le bureau de M. Sterling vient de confirmer sa présence à la réunion du conseil d'administration jeudi.
Il est extrêmement enthousiaste à propos de vos projections pour le 3e trimestre et du prochain cycle de promotion pour le département d'ingénierie. M. Sterling était un investisseur en capital risque milliardaire et notre principal actionnaire. C'était un homme qui dirigeait les conseils d'administration d'un simple murmure et terrifiait les cadres chevronnés. Pourtant, lorsqu'il s'adressait à moi, c'était avec un respect absolu. Pour le monde des affaires, j'étais un visionnaire. Je contrôlais la structure salariale massive de centaines d'employés. Pour ma famille, j'étais une tâche qu'il devait effacer avant l'arrivée des invités. Le contraste saisissant entre ma réalité professionnelle et mon cauchemar personnel était à donner le tournis. Merci, Clara, ai-je dit, ma voix s'affermissant, m'ancrant dans la réalité de ma réussite. Laisse les dossiers de brevet sur le bureau et repousse ma réunion de 15 heures avec Marcus à demain matin. J'ai besoin de temps pour examiner les données. Clara a légèrement froncé les sourcils, son masque professionnel glissant d'une fraction. Marcus était un membre rival du conseil d'administration, un requin de la finance qui tentait constamment de saper mon autorité. Il attendait toujours que je commette un faux pas pour imposer son propre programme et s'attribuer le mérite du travail acharné de mon équipe. Habituellement, je l'affrontais immédiatement, me battant bec et ongle lors des réunions pour protéger mon équipe et ma vision. « Vous êtes sûr ?» a demandé Clara, hésitante. Marcus a poussé agressivement pour les réallocations budgétaires toute la matinée. Lui opposer le silence en ce moment pourrait lui faire croire que vous reculez. J'ai regardé la pluie commencer à strier le ciel de Seattle, repensant aux exigences arrogantes de mon père. Laisse-le penser ce qu'il veut, Clara. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est juste laisser l'autre personne foncer aveuglément dans un mur de briques qu'elle a elle-même construit. J'en ai fini de mener des combats qui ne me servent à rien. Cette philosophie est devenue mon armure impénétrable pour les 2 semaines suivantes. De mon côté, le silence envers ma famille fut absolu. Je n'ai pas répondu aux SMS exigeants de ma mère concernant la facture d'Internet. Je n'ai pas appelé Arthur pour argumenter, crier ou plaider ma cause. J'ai simplement disparu de leur radar, devenant un fantôme dans ma propre vie. Je me suis entièrement concentré sur la fusion à venir, m'ensevelissant sous les feuilles de calcul et la planification stratégique. Mais le monde réel ne fonctionne pas au silence émotionnel. Il fonctionne sur des cycles de facturation rigides et des frais de retard. 5 jours après avoir annulé les paiements, les premiers avertissements automatisés ont commencé à arriver dans leur maison de banlieue impeccable. Je le savais parce que mon père m'avait laissé un message vocal. J'étais assis dans ma voiture, dans le parking souterrain de mon immeuble, à l'écouter via les haut-parleurs Bluetooth. Ethan, la voix d'Arthur résonna dans l'habitacle, irritée et extrêmement impatiente. La compagnie d'électricité a envoyé un appel automatisé ridicule concernant un paiement manqué. Tu dois régler ce problème avec ton compte bancaire immédiatement. Appelle ta banque. Gère ça aujourd'hui. Nous avons beaucoup de préparatifs pour la fête de ta mère, et je ne te laisserai pas tout gâcher avec ton incompétence crasse. Il n'y avait aucune inquiétude dans sa voix. Aucune référence à notre dernière conversation où il m'avait explicitement interdit de l'appeler papa. Juste un ordre aboyé à un subordonné. Il croyait sincèrement que même après m'avoir renié, j'étais toujours légalement et moralement obligé de payer sa facture d'électricité. J'ai supprimé le message vocal avant même qu'il ne l'ait terminé. J'ai passé la voiture en marche avant et j'ai quitté le garage. Au 10e jour, la tension montait rapidement, bien que je sois resté entièrement à l'écart de la zone d'impact. J'étais en train de revoir un bail immobilier commercial massif pour notre nouveau centre de recherche et développement quand mon téléphone personnel a vibré. C'était David, mon soi-disant vieil ami qui avait passé des années à lécher les bottes de Julien. J'ai failli l'ignorer, mais une curiosité morbide l'a emporté sur ma discipline. J'ai répondu à l'appel. « Salut Ethan, ça fait un bail, mec », a d'abord dit David. Sa voix dégoulinait de cette fausse camaraderie forcée que les gens utilisent lorsqu'ils veulent désespérément une immense faveur. « Qu'est-ce que tu veux, David ?» ai-je demandé, évitant complètement les formules de politesse. Je n'avais aucune patience pour le bavardage avec un traître. Il a ricané nerveusement, visiblement déstabilisé par ma froideur. « Waouh, direct au but. Écoute, je discutais avec Julien. Il fait tout un foin autour de ce grand dîner pour l'anniversaire de ta mère ce week-end. Il disait que sa nouvelle copine, Maya, venait. Il nous a parlé d'elle au bar des sports hier soir. Tant mieux pour lui, ai-je dit,
mes yeux parcourant une clause de responsabilité complexe sur le contrat devant moi. Ouais, enfin, David a baissé la voix, adoptant un ton de conspirateur, savourant les ragots toxiques. Il disait des trucs assez durs sur toi, mec. Je me suis dit que tu devais le savoir. On est de vieux potes, pas vrai? J'assure tes arrières. Crache le morceau, David. Je n'ai pas toute la journée. Julien a dit à Maya que tu étais complètement au chômage. Il a dit que tu t'étais fait virer d'un poste informatique bas de gamme il y a des années et que tu vivais dans un petit appartement en sous-sol déprimant, profitant de la bonté de tes parents et vidant leur retraite. Il lui a dit qu'ils essayaient de t'inviter par pitié, mais que tu avais trop honte de tes propres échecs monumentaux pour te montrer aux événements familiaux. Il t'a fait passer pour un parasite total, mec. J'ai arrêté de lire le contrat. Mon stylo de valeur est resté suspendu, immobile au-dessus du papier épais. Julien n'avait pas seulement demandé à ce que je sois exclu. Il avait activement élaboré un récit fictif malveillant et hautement détaillé dans lequel j'étais un raté pitoyable, un perdant qu'il fallait cacher pour que sa vie scintillante et fabriquée ne soit pas ternie par ma simple présence. Il se tenait directement sur mes épaules, utilisant mon argent durement gagné pour financer le toit même au-dessus de sa tête, tout en creusant simultanément une tombe profonde pour ma réputation. Il a dit ça, ai-je demandé doucement, le sang glacé dans mes veines se transformant en acier. Ouais, mec. David semblait presque jubilé, se nourrissant du drame. Il a dit que tu étais le plus grand regret de la famille. Bref, j'ai trouvé ça moche. Et, tu penses que tu pourrais me pistonner dans l'entreprise de saisie de données pour laquelle tu bosses? Mon avocat pour le divorce me saigne à blanc et je cherche à changer d'horaire pour payer la pension. Non, David, je ne peux pas, ai-je répondu, et j'ai raccroché sans un mot de plus. J'ai jeté l'appareil sur le bureau. L'audace pure et simple de la chose était à couper le souffle. Ils n'étaient pas seulement indifférents à mes sentiments, ils étaient activement et stratégiquement malveillants. Julien tissait une immense toile de mensonges pour impressionner une femme qui, sans qu'il le sache, relevait directement de mon équipe de direction. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, regardant le plafond. La tempête n'était plus seulement en route, elle était déjà là, et j'allais ouvrir les vannes pour les laisser tous se faire emporter. Ils voulaient jouer au jeu des apparences. J'allais leur montrer la réalité. Le jour de l'anniversaire de ma mère est enfin arrivé. Cela faisait exactement 3 semaines qu'Arthur m'avait ordonné de ne plus jamais l'appeler mon père. Derrière la fenêtre de mon bureau, une tempête classique et brutale se préparait sur Seattle. Le ciel avait la couleur d'un bleu d'acier et de lourdes gouttes de pluie agressives traçaient des chemins sinueux le long du verre épais et insonorisé. Le temps correspondait parfaitement à l'atmosphère de mon esprit, turbulent, sombre, mais fermement contenu derrière une barrière inébranlable de logique et de contrôle. J'étais le seul restant à l'étage de la direction. Il était 16h30. J'étais assis à mon bureau, une tasse de café noir intacte refroidissant rapidement à côté de mon clavier. Je ne travaillais pas. Je n'examinais pas de procès en cours ni n'analysais de tendances boursières. J'attendais, tout simplement. J'étais assis dans l'œil du cyclone, attendant que les murs s'effondrent sur ceux qui les avaient construits. Je connaissais leur emploi du temps par cœur. Je connaissais le rythme précis des fêtes extravagantes de ma mère. Les traiteurs, payés avec l'argent qu'ils avaient économisé en ne payant pas leurs propres factures d'électricité et d'eau, devaient être en train d'installer le buffet élaboré en ce moment même. Julien devait faire les 100 pas dans le salon, ajustant sa cravate coûteuse, répétant agressivement les mensonges qu'il allait servir à Maya sur ses prétendus succès immobiliers. Ma mère devait allumer les bougies décoratives importées sur la table à manger, ignorant totalement que très bientôt, ces bougies seraient leur seule source de lumière dans la maison. À 16h45 précise, l'écran de mon téléphone s'est allumé dans le bureau sombre. Éléanore, mère. Je l'ai regardé vibrer silencieusement sur le bois d'acajou massif. Il a vibré sa petite danse désespérée et pathétique jusqu'à ce qu'il s'arrête. Une notification d'appel manqué est apparue sur l'écran de verrouillage. 10 secondes plus tard, il a sonné à nouveau. Arthur, père. Je l'ai laissé sonner. J'ai pris ma tasse de café, faisant tourner lentement la céramique chaude entre mes paumes, sentant la chaleur pénétrer ma peau. Le calme creux dans ma poitrine était vaste et profond. Pendant 30 ans, un appel de mon père m'aurait envoyé une décharge massive d'adrénaline directement au cœur. Je me serais précipité pour répondre, terrifié par sa colère écrasante, désespéré de l'apaiser à tout prix.
Je me serais excusé pour des choses que je n'avais même pas faites. Maintenant, ce n'était plus que des pixels insignifiants qui clignotaient sur un écran. Puis sont arrivés les SMS. Ils ne sont pas arrivés un par un, mais en un déluge frénétique de panique totale. De maman à 16h52, Ethan, le courant vient de se couper. Toute la maison est dans le noir complet. Les traiteurs ne peuvent pas utiliser les fours pour chauffer la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton compte bancaire? Règle ça maintenant. Nous avons des invités qui arrivent dans 20 minutes. De Julien à 16h54, c'est quoi ton putain de problème, mec? Maya va arriver d'une seconde à l'autre et l'internet est coupé. J'ai besoin du Wi-Fi pour les lumières intelligentes de la maison et la musique de fond. Paye cette foutue facture. Arrête d'être un raté inutile et fais quelque chose de bien pour une fois. De maman à 16h58, Ethan, la pression de l'eau vient de tomber à zéro. Les toilettes ne fonctionnent plus. Nous avons 30 personnes qui viennent. Réponds à ton téléphone immédiatement. Tu gâches mon anniversaire. Je ne te le pardonnerai jamais. J'ai lu chaque message au fur et à mesure qu'il s'affichait sur l'écran de verrouillage. Ils étaient furieux, paniqués, s'effondrant violemment. Et pourtant, dans toute leur panique aveugle, pas un seul d'entre eux ne m'a demandé si j'allais bien. Aucun n'a réalisé que le compte bancaire n'était pas cassé. Ils supposaient simplement que leur distributeur automatique personnel était coincé et ils lui donnaient des coups de pied agressifs pour exiger leur argent. À 17h15, la famille élargie avait été officiellement mobilisée pour la guerre. Mon téléphone vibrait sur le bureau. De l'oncle Richard, sale gosse égoïste. Embarrasser ta mère le jour de son anniversaire marquant après tout ce qu'ils ont fait pour toi, après qu'ils ont payé pour ta vie et t'ont évité la rue. Tu es une honte totale pour cette famille. Tu devrais avoir honte de te montrer où que ce soit. Du cousin Léo, mec, Julien est en train de péter un câble ici. Paye juste la facture, Ethan. Tu sais comment est mon oncle quand il est en colère. Ne complique pas les choses pour toi. Règle ça, excuse-toi, et peut-être qu'ils laisseront couler. J'ai reposé le téléphone sur le bureau. Je n'ai pas écrit une seule lettre en réponse. Il n'y avait absolument plus rien à expliquer, aucune défense à présenter. J'avais passé ma vie à m'expliquer auprès de gens qui avaient fermement décidé de me comprendre de travers avant même que j'ouvre la bouche. Ils choisissaient toujours la voie la plus forte, le mensonge le plus commode, plutôt que la vérité la plus calme et la plus difficile. Je suis resté assis là, dans le silence de mon bureau de plusieurs millions de dollars, regardant les lumières de la ville commencer à scintiller à travers la pluie incessante. À ce moment, en regardant ces messages haineux, j'ai réalisé une vérité fondamentale sur l'abus déguisé en obligation familiale. Ils ne m'appelaient pas parce que leur fils ou leur frère leur manquait. Ils m'appelaient parce que la mule avait enfin lâché la lourde charrue, et qu'il n'y avait plus personne pour traîner leur poids d'assister dans la boue. La tempête avait officiellement touché terre dans leur salon impeccable de banlieue. Ils se noyaient dans le noir, entourés par les débris de leur arrogance et de leur cupidité sans égale. La façade se fissurait de toutes parts. Mais la véritable dévastation n'avait même pas commencé, car le téléphone allait sonner une fois de plus, et cette fois, la caméra allait être allumée. La vérité allait éclater au grand jour, et il n'y aurait plus d'endroit où se cacher. Je pensais que le pire était passé. Je me trompais lourdement. La vibration incessante de mon téléphone a finalement brisé le lourd silence de mon bureau. Ce n'était pas un autre SMS frénétique ou une alerte automatique en colère d'une compagnie de service public. C'était un appel vidéo. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, m'attendant à voir le visage furieux d'Arthur prêt à me hurler dessus. Au lieu de cela, le nom qui s'est affiché sur le verre était Tante Sarah. Tante Sarah était la sœur cadette de ma mère et, pour être tout à fait franc, le seul membre de ma famille élargie à posséder une once de décence humaine. C'était elle qui me glissait des parts de tarte supplémentaires à Thanksgiving quand Arthur décidait que j'avais assez mangé. C'était la seule qui s'intéressait réellement à ce que je faisais plutôt que de m'interroger sur mon salaire ou sur les raisons pour lesquelles je ne réussissais pas aussi bien que Julien. Elle utilisait une application de chat vidéo obsolète et incroyablement lourde que seule elle et moi avions conservée sur nos téléphones. J'ai pris une profonde impression, j'ai ajusté ma position dans mon fauteuil en cuir et j'ai accepté l'appel. L'écran a vacillé, peinant à établir la connexion à travers la tempête de Seattle, avant de se stabiliser sur une scène chaotique et faiblement éclairée. Le visage de Tante Sarah est apparu, partiellement éclairé par la lueur jaune et vacillante d'une bougie décorative derrière elle.
Je connaissais cette cuisine par cœur. Je connaissais chaque carreau fêlé près des plaintes, chaque porte de placard qui grinçait, l'endroit exact sur le comptoir en granit où ma mère préparait ses repas extravagants et hors de prix. Mais ce soir, elle semblait totalement différente. Elle ressemblait à une zone de guerre. L'illusion impeccable de la classe moyenne supérieure avait été complètement balayée par l'obscurité totale. « Ethan, mon chéri », a dit tante Sarah. Son ton était doux, interrogateur, totalement dénué du venin qui avait infecté les messages du reste de la famille. « Tu vas bien ? C'est de la folie pure ici. » J'ai croisé son regard à travers l'écran numérique. Je pouvais voir l'inquiétude sincère marquer les traits de son visage. « Je vais bien, tante Sarah. Je finis juste un peu de travail au bureau. » Derrière elle, la pièce était une symphonie de chaos. J'entendais le personnel de maison se disputer à voix basse et paniquer à propos des hors-d'œuvre gâchés. J'entendais le bruit indubitable de ma mère pleurant de manière théâtrale, jouant les victimes professionnelles. « Tu ne vas pas payer, n'est-ce pas ?» a demandé Sarah à voix basse, se penchant plus près de son téléphone pour que les autres n'entendent pas. Elle ne m'accusait pas, elle voulait juste comprendre. « Tu sais, ma tante, ai-je dit, ma voix ferme, empreinte d'une résolution glaciale qui m'a surpris moi-même. C'est Arthur qui m'a dit de ne pas venir ce soir. Il m'a appelé explicitement pour me dire que ma présence serait une tâche humiliante sur la grande présentation de Julian. Il a dit que si j'insistais pour me présenter à la fête que je finance depuis 2 ans, je ne devrais plus jamais l'appeler mon père. Alors, je respecte simplement ses volontés. Je ne suis plus son fils, et un étranger ne paie pas ses factures d'électricité. » Sarah a gardé le silence complet. Ses yeux se sont agrandis à mesure que la cruauté des actions d'Arthur lui apparaissait. Mais avant qu'elle ne puisse m'offrir des mots de réconfort, la paix fragile de notre appel a été violemment interrompue. La voix perçante de ma mère a traversé le fond sonore comme une lame dentelée. « C'est lui ? C'est ce petit monstre égoïste ?» Eleanor s'est frayé un chemin dans le cadre, ses cheveux soigneusement coiffés légèrement ébouriffés, son mascara coûteux coulant à cause de ses larmes théâtrales. « Dis-lui que j'ai honte de lui. En ce jour entre tous, mon anniversaire marquant, comment a-t-il pu faire ça à sa propre mère ? Nous sommes assis dans le noir comme des animaux. » Juste derrière elle, Arthur est apparu. Son visage était d'un rouge cramoisi dangereux. « Ce n'est pas si grave, Eleanor, » a-t-il aboyé, tentant de maintenir son autorité arrogante même debout dans une cuisine plongée dans le noir. Il fait juste un caprice pathétique pour de l'argent. Quel genre de fils devient mesquin pour quelques centaines de dollars ? Nous l'avons élevé. Nous l'avons logé. Il nous est redevable. Puis est venu l'oncle Richard, planant au-dessus de l'épaule d'Arthur comme un conseiller machiavélique. Ce pauvre Julian, a ricané Richard bien fort, s'assurant que sa voix porte parfaitement dans le micro du téléphone. Devoir gérer un frère pareil le soir le plus important de sa vie. Ce garçon est un parasite complet. Il l'a toujours été. Je suis resté totalement silencieux. J'étais assis dans mon bureau d'angle luxueux et brillamment éclairé, regardant cette performance pathétique se dérouler sur mon écran comme une tragicomédie que j'avais déjà vue 1000 fois. Ils étaient si prévisibles. Même confrontés aux conséquences directes de leur comportement odieux, ils ne faisaient que redoubler d'efforts dans leur délire. Ils n'étaient pas en colère parce que j'étais blessé, ils étaient furieux que le distributeur automatique se soit découvert une colonne vertébrale. Des pas lourds se sont approchés de la caméra. Julian a poussé brutalement tante Sarah hors du chemin et a arraché le téléphone de ses mains. Son visage a rempli l'écran, tordu par une grimace de pur agacement et de suffisance. Il portait un costume sur mesure dont je savais pertinemment qu'il n'avait pas les moyens de se l'offrir avec ses revenus inexistants. « Tu n'as vraiment aucune honte, pas vrai ?» a craché Julian, le regard fou d'une rage mal placée. Maman pleure depuis 1 heure. Les traiteurs menacent de partir. Tu es en train de gâcher ma soirée. Maya est dans le salon en train de se demander pourquoi elle s'apprête à entrer dans une famille de bouseux incapables de garder les lumières allumées. Règle ça tout de suite, Ethan, ou je te jure devant Dieu, ou tu feras quoi, Julian, ai-je interrompu. Ma voix n'était pas forte, mais le poids écrasant de mon ton la stoppait net. Tu vas continuer à mentir à ta fiancée sur ta fausse carrière dans l'immobilier ? Tu vas continuer à prétendre que vous ne vivez pas tous grâce à l'argent que j'envoie chaque mois. Le visage de Julian est devenu blême pendant une fraction de seconde avant que l'arrogance ne reprenne le dessus. Tu es juste jaloux, a-t-il sifflé.
Tu es un pauvre type triste et solitaire qui passe ses journées dans un box. Tu ne supportes pas que je me marie avec une femme qui a de la classe. Une femme qui gagne un vrai salaire. Tu es pitoyable. » J'étais sur le point de couper l'appel. J'allais appuyer sur le bouton rouge et les abandonner à leur sombre et froide réalité. Mais le destin est intervenu de la manière la plus spectaculaire et la plus brutalement satisfaisante qui soit. Un autre visage est apparu au bord du cadre. C'était une jeune femme. Elle avait des cheveux parfaitement coiffés, un maquillage impeccable et portait une robe de créateur sobre et splendide. Elle se tenait avec la posture droite et alerte de ceux qui naviguent dans des environnements d'affaires de haut niveau. Elle s'est approchée derrière Julian, posant une main douce sur son épaule pour tenter de calmer ce qu'elle pensait être une simple dispute familiale autour d'un fusible grillé. « Julian, mon cœur, tout va bien ?» a-t-elle demandé doucement. « La compagnie d'électricité envoie quelqu'un. » Puis ses yeux ont glissé vers l'écran du téléphone. J'ai vu la milliseconde exacte où son cerveau a traité l'information visuelle. J'ai vu l'inquiétude polie et décontractée s'évaporer instantanément de ses traits. Son regard s'est figé sur mon visage. Elle a regardé le bureau en acajou coûteux devant moi. Elle a regardé la vue panoramique de la ligne d'horizon de Seattle derrière moi, une vue que chaque employé de Pacific Territex savait appartenir au cofondateur insaisissable et brillant du dernier étage. Le visage de Maya a perdu ses couleurs si rapidement que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main a glissé de l'épaule de Julian comme s'il venait de prendre feu. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, tremblant légèrement. « Monsieur Ethan » a-t-elle murmuré, la voix brisée par la terreur et la confusion. « Patron. » Je me suis figé. J'ai serré mon téléphone un peu plus fort. Je savais que Maya travaillait pour mon entreprise, mais la collision de mes deux mondes complètement distincts en direct lors d'un appel vidéo était stupéfiante. J'ai observé son visage, maintenant mon masque professionnel et impassible. « Bonsoir, Maya » ai-je dit calmement. Ma voix était posée, autoritaire, totalement dénuée de la détresse pathétique que ma famille avait l'habitude d'entendre. La cuisine derrière Maya est devenue d'un silence de mort. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. J'ai vu tante Sarah jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, la bouche bée. J'ai vu Arthur et Eleanor se figer comme des statues. « Attends » a dit Julian, regardant alternativement Maya et le téléphone, son sourire arrogant se transformant en une profonde confusion. « Tu l'as appelé comment ? Patron ? Maya, de quoi tu parles ? Il fait de la saisie de données. Ce n'est personne. » Maya n'a pas regardé Julian. Elle a gardé ses yeux terrifiés et écarquillés fixés sur mon visage à l'écran, ignorant complètement l'homme avec qui elle était fiancée. C'était une ingénieure principale qui venait d'être recommandée pour une promotion majeure. Elle savait exactement qui détenait les clés de sa carrière, de son salaire et de son avenir dans l'industrie technologique. « Julian » a dit Maya, la voix tremblant violemment. Elle s'est redressée, regardant au-delà de la caméra du téléphone le reste de ma famille stupéfaite, tapis dans l'ombre. « Au cas où tu l'ignorerais vraiment, je travaille chez Pacific Territex. Monsieur Ethan est le cofondateur de l'entreprise. C'est le bras droit du PDG. Il possède la moitié de la société. » Sa déclaration a résonné dans la cuisine sombre et silencieuse comme un coup de feu. Elle a plongé la pièce dans un vide sidéré et haletant. Julian ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Il m'a regardé, puis a regardé Maya, puis m'a regardé de nouveau. Le récit complexe et élaboré qu'il avait mis des années à bâtir, ce mensonge selon lequel j'étais un raté et lui la superstar, s'est brisé en 1000 morceaux irrécupérables devant toute sa famille. J'ai serré les lèvres, adressant à Maya un lent signe de tête en guise de confirmation. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas souri. J'ai juste laissé le poids écrasant de la réalité les étouffer. J'espère que ta grande présentation se passera parfaitement, Julian, ai-je dit calmement, ma voix résonnant dans le silence de mort de leur maison sombre. Bon appétit avec le traiteur. Et sur ce, j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur mon bureau. Pour la première fois en 32 ans, je me suis adossé à mon fauteuil, j'ai regardé la tempête faire rage sur Seattle et j'ai poussé un long et profond soupir de soulagement. Le poids immense et étouffant de l'invisibilité, ce besoin désespéré de leur approbation, la douleur lancinante d'être le bouc émissaire de la famille, tout cela venait de glisser de mes épaules. Ils m'avaient enfin vu, non pas comme le raté pitoyable qu'ils voulaient désespérément que je sois, mais comme le géant que j'étais en réalité.
Faisons une petite pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en écrivant le chiffre 1 dans les commentaires pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Cela aide non seulement d'autres personnes à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont de la valeur pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. J'ai dormi profondément cette nuit-là. C'était la première fois en 10 ans que je ne me réveillais pas avec la poitrine serrée ou la mâchoire contractée. Je n'ai pas dormi par satisfaction mesquine, mais parce que l'épuisement absolu de faire semblant d'être plus petit que je ne l'étais avait enfin pris fin. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant Seattle propre et étincelante sous un soleil vif et frais. Je suis arrivé au siège de Pacific Terry à cette heure précise. Le monde des affaires ne s'arrête pas pour les drames familiaux, et j'avais un empire à diriger. Clara m'a accueilli avec une tasse de café fumant et un dossier épais. Bonjour Ethan. Les avocats de l'entreprise ont envoyé les versions finales du procès en cours contre ce concurrent qui tente de voler notre brevet. Nous les avons complètement coincés. De plus, le département des ressources humaines a besoin de votre signature pour les promotions du 3e trimestre et les augmentations de salaire de la division ingénierie. Merci Clara. Laisse le dossier du procès sur mon bureau. Je l'examinerai avant le déjeuner, ai-je dit en prenant une gorgée de café. Et attends 1 heure pour les promotions de l'ingénierie. J'ai besoin de consulter mes emails d'abord. Je suis entré dans mon bureau, la lumière du soleil inondant les grandes fenêtres, réchauffant le bureau en acajou. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à ma messagerie professionnelle sécurisée. Au milieu de la mer de rappels de réunions, de projections financières et de mise à jour de l'équipe juridique, un seul email très attendu se trouvait tout en haut. L'expéditeur était Maya Vance. Je l'ai ouvert, mon visage restant tout à fait neutre. Objet, sincères excuses et démission immédiate si nécessaire. Monsieur Ethan, je vous écris non pas en tant que connaissance familiale, mais en tant qu'employé. Je suis encore sous le choc des événements d'hier soir. Je n'avais absolument aucune idée que vous étiez le frère de Julian. Je vous respecte, vous et votre vision de cette entreprise, depuis le premier jour où j'ai été embauché. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé mon transfert au siège de Seattle. Je sens que je vous dois une explication complète, bien que j'ai profondément honte de vous la donner. Quand Julian et moi avons commencé à sortir ensemble, il a brossé un tableau très spécifique de sa famille. Il m'a dit qu'il était un promoteur immobilier très prospère. Il vous a décrit comme un fardeau tragique pour ses parents. Il m'a dit explicitement que vous étiez complètement au chômage, que vous souffriez de graves troubles du comportement et que vous viviez dans un sous-sol crasseux, vidant l'argent de la retraite de vos parents. Il a dit que votre père avait le cœur brisé par vos échecs et qu'ils essayaient de vous cacher parce que vous étiez sujet à des accès de violence embarrassants lors des fêtes de famille. Je suis horrifié et profondément dégoûté de l'avoir cru sans poser de questions. Hier soir, quand j'ai réalisé la vérité, quand je vous ai vu assis dans le bureau de direction de l'entreprise à laquelle je consacre ma vie, tout est devenu clair. J'ai vu Julian pour le menteur pathologique qu'il est en réalité. J'ai vu la nature cruelle et de vos parents qui sont restés dans cette cuisine sombre à le laisser vous calomnier. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme que j'allais épouser soit un monstre. J'ai officiellement rompu avec Julian et annulé nos fiançailles. J'ai quitté la maison immédiatement après que l'appel s'est coupé. Je ne m'associerai plus jamais à lui ni à votre famille. Si mon manque de jugement flagrant concernant ma vie privée affecte votre confiance en mes capacités professionnelles, je suis tout à fait prête à vous présenter ma démission aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir géré cette situation avec autant de dignité et de ne pas m'avoir mis en difficulté devant cette maison pleine de gens horribles. Sincèrement, Maya. J'ai lu l'email 2 fois. L'audace des mensonges de Julian était stupéfiante, mais peu surprenante. Il avait fabriqué une réalité alternative complète où il était le riche sauveur et moi le parasite misérable. Il avait tenté de bâtir son avenir sur la destruction programmée de mon image. Je me suis adossé, j'ai joint mes mains et j'ai pris un moment pour savourer la justice poétique de la situation. Julian avait voulu impressionner Maya si désespérément qu'il m'avait jeté sous les roues d'un bus, ignorant totalement que j'étais le propriétaire et le conducteur de ce bus. J'ai rapproché mon clavier et j'ai rédigé une réponse mesurée et tout à fait professionnelle. Maya, votre vie privée est exactement cela, privée. Je n'attends de personne qu'ils prennent des décisions de vie majeures simplement pour rester dans mes petits papiers. De plus,
je ne punis pas mes employés pour avoir été trompés par des personnes manipulatrices en dehors de cette entreprise. Vous êtes une ingénieure brillante et votre promotion à venir repose entièrement sur votre mérite, votre travail acharné et votre valeur pour Pacific TerryTech. Pour mémoire, je ne mêle jamais les affaires familiales au travail. Cette situation n'affectera en rien votre salaire, votre trajectoire de carrière ou votre statut au sein de l'entreprise. Ne présentez pas votre démission. Prenez votre journée si vous devez régler vos affaires personnelles, et je vous verrai à la réunion de RD lundi. Cordialement, Ethan. J'ai cliqué sur envoyer. Aucune autre explication n'était nécessaire. Certaines choses, une fois éclairées par la dure lumière de la réalité, ne requièrent rien de plus. Vers 10 heures, alors que je terminais une réunion stratégique difficile avec les chefs de département concernant notre expansion, mon téléphone personnel a commencé à vibrer violemment dans ma poche. Je suis sorti de la salle de réunion et j'ai regardé l'écran, Julian. J'ai rejeté l'appel instantanément. Je n'étais pas en colère. Je ne cherchais pas le conflit. J'avais simplement atteint ma limite de tolérance pour les excuses qui ne se matérialisent miraculeusement qu'une fois qu'une fausse réalité s'est effondrée. Moins de 60 secondes plus tard, un long pavé de texte est arrivé. Je me tenais près des baies vitrées du couloir, regardant les petites voitures circuler dans les rues de Seattle en contrebas. J'ai lu le message, ne ressentant absolument rien. Pas de pitié, pas d'obligation fraternelle, juste l'observation froide et clinique d'un narcissique en chute libre. Julian ne s'excusait pas de m'avoir menti, il s'excusait de s'être fait prendre. Il essayait encore de m'utiliser, exigeant encore que je répare sa vie brisée, persuadé que mon pouvoir et mon influence n'existaient que pour le servir. J'ai composé ma réponse lentement, m'assurant que chaque mot scelle définitivement la fin de notre relation. Julian, Maya ne t'a pas quitté parce que je le lui ai ordonné. Elle t'a quitté en raison de ce que tu es exactement. Elle est partie à cause de ta façon de vivre, de ta façon de traiter les gens qui t'aiment, de la façon dont tu détruis les autres pour t'élever. Et parce que tu croyais sincèrement que tes mensonges ne te rattraperaient jamais. Tu me voulais hors de ta vie pour pouvoir jouer les grands hommes. Félicitations. Tu es désormais entièrement seul. Ne me contacte plus jamais. J'ai envoyé le message, puis je suis immédiatement allé dans les paramètres de mon téléphone pour bloquer son numéro. J'ai bloqué Arthur. J'ai bloqué Eleanor. J'ai bloqué l'oncle Richard. J'ai coupé chaque lien numérique avec l'encre toxique qui m'avait tiré vers le bas pendant 3 décennies. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, ajusté ma veste et je suis retourné dans la salle de réunion. La tempête était complètement passée, et j'étais le seul encore debout. 2 semaines de calme et de paix absolue se sont écoulées. J'ai appris par les couloirs de l'entreprise que Maya avait demandé un transfert temporaire dans notre succursale du Texas pour échapper aux retombées immédiates de ses fiançailles rompues. J'ai approuvé les documents instantanément, sans poser de questions, veillant à ce que son salaire et ses frais de relocalisation soient entièrement pris en charge par l'entreprise. Je m'épanouissais. Pacific TerryTech venait de boucler une levée de fonds monumentale, obtenant 47 millions de dollars de capital risque pour étendre nos réseaux d'énergie renouvelable. Mon visage était à la une d'un grand magazine technologique. Je n'étais plus le fils invisible tapi dans l'ombre, j'étais un géant de l'industrie. Un soir, après une longue journée passée à célébrer la clôture du financement avec Monsieur Sterling et le conseil d'administration, j'ai garé ma voiture, une Porsche Panamera noire que je m'étais offerte pour me rappeler ma valeur. Dans l'allée de ma propriété privée fermée dans le quartier chic de Merceisland. Alors que les lourdes barrières en fer s'ouvraient et que mes phares balayaient la pelouse tondue, ils ont éclairé une scène qui m'a glacé le sang. Debout sur mon Porsche, serrés l'un contre l'autre contre la fraîcheur de la nuit, se tenaient Arthur et Eleanor. Ils tenaient chacun une petite valise à l'allure pathétique. Leur visage était tiré, fatigué, empreint d'une expression d'humilité fabriquée que je ne leur avais jamais vue. J'ai arrêté le moteur de la Porsche. Je n'ai pas demandé pourquoi ils étaient envenus ni comment ils avaient contourné la sécurité du quartier. On ne se présente pas à l'improviste avec des bagages sans être désespéré. Je suis monté les marches de pierre, l'expression neutre. J'ai déverrouillé la lourde porte en chêne et les ai invités silencieusement à entrer. Je ne voulais pas de la dispute inévitable sur le porche, là où mes riches voisins auraient pu entendre nos dysfonctionnements familiaux. Nous nous sommes assis dans mon vaste salon minimaliste. Le silence était pesant, seulement rompu par le bruit de ma mère remuant nerveusement sa tasse de thé que je lui avais préparée à contre-cœur. Arthur a parlé le premier.
Sa voix était plus basse, dénuée de l'arrogance tonitruante qu'il maniait habituellement comme une arme. Ethan, nous te devons des excuses. Nous avons laissé les choses déraper complètement. Les choses que j'ai dites au téléphone avant la fête, j'étais stressé. Julian me stressait. Je n'ai jamais voulu te renier. Eleanor est intervenue, essuyant ses yeux secs avec un mouchoir. Ton père a raison, mon chéri. Nous étions tellement accaparés par la vie de Julian que nous avons oublié notre autre fils magnifique. Tu nous as tellement manqué. Une famille ne devrait jamais se déchirer ainsi. Je suis resté d'un silence de mort. Assis dans mon fauteuil coûteux, les mains posées sur les accoudoirs, je les observais comme un scientifique étudiant un organisme parasite prévisible. J'écoutais attentivement pour déterminer si ces excuses marquaient la fin réelle de leur comportement abusif ou simplement le début d'une nouvelle arnaque. Comme je m'y attendais, il a fallu moins de 5 minutes pour que le masque ne glisse. Arthur s'est raclé la gorge, ses yeux parcourant mon salon luxueux, s'attardant sur les œuvres d'art coûteuses et le mobilier haut de gamme. Nous sommes une famille, Ethan, a dit Arthur, son ton reprenant progressivement cette assurance familiale et hautaine. Et la famille s'entraide. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous avons payé pour ton enfance. Tout ce que tu as bâti, tout ce que tu possèdes aujourd'hui, une partie provient des bases que nous t'avons données. Pas vrai? Je l'ai regardé, me redressant imperceptiblement. Viens en au fait, Arthur. Eleanor s'est penchée en avant, utilisant sa voix la plus douce, la plus manipulatrice, celle-là même qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait que je paie la facture Comcast. Eh bien, mon grand, les choses sont très difficiles depuis cette erreur bancaire avec les factures de service public. Julian est absolument dévasté. Il ne peut pas sortir de son lit. Et nous avons lu le magazine technologique chez le dentiste hier. Nous avons vu que ton entreprise venait d'obtenir 47 millions de dollars de financement. Tu as tellement de succès maintenant. Nous sommes si fiers. Elle a fait une pause, reprenant son souffle. Si tu pouvais peut-être nous envoyer environ 2000 dollars par mois, juste un petit soutien pour tes parents vieillissants, c'est de l'argent de poche pour quelqu'un comme toi. Cela nous éviterait d'avoir à contracter une deuxième hypothèque sur la maison. J'ai fixé ces deux personnes assises sur mon canapé en cuir italien sur mesure. Ces mêmes personnes qui, moins d'un mois auparavant, m'avaient banni d'une réunion de famille parce qu'elles me considéraient comme un embarras honteux. Ces mêmes personnes qui étaient restées dans le noir et avaient laissé mon frère me traiter de parasite. Maintenant, elles étaient assises dans ma maison de plusieurs millions de dollars, fixant une valeur monétaire stricte à leurs fausses excuses, 2000 dollars par mois. Soudain, parce que mon succès était public et indéniable, je valais la peine qu'on se réconcilie. Un rire léger et totalement involontaire m'a échappé. Il n'était ni fort, ni moqueur. C'était le genre de rire qui surgit quand on vous présente un mensonge si absurde qu'il défie toute logique. Mes parents me regardaient avec attente, comme s'ils s'attendaient à ce que je sorte un chéquier et que j'acquiesce docilement. Mais je n'étais plus ce garçon terrifié. J'avais fait trop de chemin pour cela. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux, la voix parfaitement calme. Et Julian? Combien l'enfant roi va-t-il verser chaque mois pour votre fonds de retraite? La pièce a semblé se figer, l'air s'est épaissi. Arthur m'a fusillé du regard, et Eleanor a répondu prudemment, la voix baissant d'un ton. La carrière de ton frère dans l'immobilier est encore très instable en ce moment, et sa rupture brutale avec Maya a eu un impact psychologique énorme sur lui. Il ne peut pas travailler. Il a besoin de notre soutien actuellement. J'ai hoché doucement la tête. C'était la même vieille excuse, repackagée sous une forme compatissante, mais au final ce n'était qu'un moyen d'esquiver pour protéger leurs favoris. J'ai levé les yeux, fixant Arthur. Voici ma contre-proposition. Si Julian signe un contrat légal stipulant qu'il s'engage à vous verser 2000 dollars par mois, je ferai exactement la même chose. J'alignerai ma contribution sur la sienne. Ni plus, ni moins. Ils m'ont regardé, complètement sidéré. Ils savaient bien que Julian n'avait pas 200 dollars, encore moins 2000 dollars. Ou alors, ai-je poursuivi, ma voix tombant à un murmure d'acier pur, si vous voulez que je supporte seul la charge financière de vos vies, j'aurai besoin d'un engagement écrit. Je veux que mon avocat d'affaires rédige un accord légal irrévocable confirmant que vous me cédez le titre de propriété de votre maison. À votre décès, l'intégralité de l'héritage, l'immobilier, absolument tout me reviendra. Julian n'aura rien.
Vous voulez que je sois votre banque? Alors j'exige des garanties. Je suis resté parfaitement immobile après cela. Pas de pression, pas d'explication supplémentaire. J'attendais simplement de voir comment ils allaient réagir maintenant que, pour la toute première fois de ma vie, j'établissais des conditions commerciales impitoyables pour ce qu'ils avaient toujours considéré comme mon obligation inébranlable. Le silence pesait entre nous, chargé de 30 ans d'attente tacite et de rancœurs enfouies. Soudain, le visage d'Arthur est devenu violet. Il a explosé, se levant si rapidement qu'il a renversé sa tasse de thé, répandant le liquide chaud sur ma table basse en verre. « Espèce de petit bâtard ingrat !» a hurlé Arthur, sa voix résonnant sous les hauts plafonds de mon salon, sa poitrine haletante de rage. « Tu oses poser des conditions à tes propres parents. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans. Nous t'avons évité la rue, et maintenant tu veux nous rançonner comme un vulgaire requin de la finance. Tu veux voler l'héritage de ton frère? Quel genre de vie tordue et malsaine mènes-tu? » Il criait si fort que j'étais certain que mes voisins pouvaient entendre chaque mot à travers les murs. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas tremblé. Je suis resté assis, les mains sur les accoudoirs, le regard tout à fait calme. Je n'étais pas froid, mais je n'étais plus tendre. J'ai attendu que sa crise de colère s'essouffle avant de me lever tranquillement. J'ai boutonné ma veste de costume. Ma voix s'est faite basse, calme, mais assez claire pour trancher dans le désordre qu'il venait de créer chez moi. Je pense que vous devriez tous les deux quitter ma maison immédiatement, avant que je n'appelle la police. Ce n'était pas une menace proférée sous le coup de la colère. C'était simplement la demande polie d'un homme qui avait enfin atteint les limites de ce que son amour-propre pouvait endurer. Personne n'a rien ajouté. Eleanor s'est mise à verser de vraies larmes cette fois, réalisant que le distributeur était définitivement hors service. Le seul bruit restant fut le glissement pathétique de leurs valises bon marché sur mon parquet coûteux, puis le bruit sourd de ma porte d'entrée qui se refermait derrière eux. Un bruit plus discret que tout ce qu'ils avaient laissé sous-entendre, mais infiniment plus puissant. Après leur départ, je suis resté près de la grande fenêtre de mon salon, les regardant s'éloigner péniblement dans l'allée vers leur vieille berline. J'ai vu leurs feux arrière s'effacer dans la nuit de Seattle, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Cette vieille douleur lancinante dans ma poitrine, ce nœud d'anxiété étouffant que j'avais porté pendant 3 décennies, s'était enfin complètement dissipé. 2 années entières se sont écoulées depuis cette nuit. Je ne les ai pas revus depuis. J'ai gardé leur numéro bloqué. J'ai demandé à Clara de filtrer tous mes emails professionnels, et j'ai définitivement coupé le cordon toxique qui m'enchaînait à leur dysfonctionnement. J'ai arrêté de chercher à les joindre, attendant simplement de voir s'ils tenteraient un jour de me contacter juste pour prendre de mes nouvelles, sans motif financier sous-jacent. Ils ne l'ont jamais fait. En 2 ans, il n'y a pas eu un appel pour s'enquérir de ma santé. Pas une carte d'anniversaire dans la boîte aux lettres, pas même un simple SMS pour me demander si je suis heureux. Ce silence a prouvé exactement ce que j'avais toujours craint, mais que j'avais désespérément besoin de savoir, je n'ai jamais été un fils pour eux. J'étais simplement une ressource. Et une fois la ressource tarie, mon existence a cessé d'avoir de l'importance. J'ai appris par tante Sarah que la structure familiale s'était effondrée peu après leur départ de chez moi. Sans mes versements mensuels pour l'électricité et l'eau, Arthur et Eleanor ont été contraints de déménager, vendant leur maison de banlieue impeccable pour rembourser les dettes massives qu'Arthur avait dissimulées. Julian, incapable de continuer à vivre au crochet de ses parents, a finalement dû trouver un emploi d'entrée de gamme pénible. Il m'accuse toujours d'avoir gâché sa vie. Même David, le vieil ami qui s'était empressé de me trahir, a fait face à son propre retour de karma. Son divorce houleux s'est soldé par un désastre total, il a perdu la garde de ses enfants et s'est vu condamné à payer une pension alimentaire écrasante, prouvant que s'accrocher à des personnes toxiques comme Julian ne fait que vous entraîner vers le fond avec le navire qui coule. J'avais l'habitude de croire qu'avec assez de temps, d'argent et de patience, ma famille finirait par changer par miracle. Je pensais pouvoir acheter leur amour en payant leurs factures. Mais j'ai appris à mes dépens que certaines personnes ne changent jamais, en particulier celles qui refusent d'admettre qu'elles tiennent le couteau. On ne peut pas guérir dans l'environnement même qui nous a rendus malades. J'ai donc fait leur deuil. J'ai traversé l'équivalent émotionnel d'un enterrement pour les parents et le frère que j'aurais tant voulu avoir, mais qui n'ont jamais existé. Aujourd'hui, je vis toujours à Seattle. Je dirige toujours Pacific TerryTech, repoussant les limites de l'énergie durable et veillant à ce que mes employés, comme Maya, reçoivent les promotions et les salaires qu'ils méritent réellement.
Je traverse mes journées avec une légèreté que je n'aurais jamais cru possible. La seule différence est que je ne m'autorise plus à être un distributeur automatique émotionnel, prêt à brader mon âme et à me laisser détruire au nom d'une obligation familiale tordue. J'ai commencé à me bâtir une toute nouvelle vie, entouré d'une famille de cœur. J'ai construit des relations avec des gens qui me voient clairement tel que je suis. J'ai des collègues qui apprécient mes idées, des amis qui m'appellent juste pour prendre des nouvelles, et tante Sarah qui vient dîner tous les dimanches pour rire et partager un repas. J'ai même trouvé quelqu'un de spécial dans ma vie maintenant. Une femme qui me regarde avec un amour et un intérêt sincères, plutôt qu'avec de l'attente et de la cupidité. S'il y a une vérité indéniable et immense que j'ai tirée de tout ce cauchemar, c'est que la famille n'est pas un piège biologique où les gens peuvent exiger votre argent, abuser de votre gentillesse et appeler cela de l'amour. La vraie famille est celle où vous êtes estimé en tant qu'être humain. La vraie famille respecte vos limites. Vous n'êtes pas un plan de secours, un fonds universitaire ou un dernier recours quand tout le reste a échoué. Avant de clore ce chapitre de ma vie et de terminer cette vidéo, je veux vous poser une question. Ai-je eu tort? Ai-je été trop dur en refusant de verser 2000 $ par mois à des parents vieillissants qui, techniquement, m'ont élevé? J'avais l'habitude de croire que la famille pouvait tout arranger si l'on y mettait du sien. Mais après avoir été traité comme un étranger indésirable dans ma propre maison plus de fois que je ne peux le compter, j'ai choisi de me lever, de briser le cycle de la maltraitance et de partir. Étais-je trop froid? Peut-être. Ou peut-être apprenais-je enfin à donner de la valeur à ma propre vie, exactement au bon moment. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des personnes toxiques que vous étiez censé aimer? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Bâtissons une communauté de survivants qui connaissent leurs valeurs. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite du voyage. Restez fort et ne vous excusez jamais de protéger votre paix.